Monsieur, bonsoir ou bonjour, selon l'endroit où vous vous trouvez. Schéma directeur, thème, la place de l'Afrique dans la mondialisation et la problématique de son développement. Le terme de mondialisation, l'anglicisme globalisation, est parfois utilisé. Le terme de mondialisation donc désigne le processus d'intégration des marchés et le rapprochement des hommes qui résulte notamment de la libéralisation des échanges, du développement des moyens de transport de personnes et des marchandises et des retombées des technologies de l'information et de la communication. Outre l'interdépendance des économies et l'intensification de la concurrence, la mondialisation se manifeste par l'expansion des échanges et des interactions humaines. L'Afrique a été jusqu'à présent un continent pillé et méprisé et dont les potentats locaux et les économies mondiales ont abusé à travers la traite des Noirs et la colonisation. Avec la mondialisation et le développement rapide de sa démographie, une nouvelle ère faite de risques que d'opportunités s'ouvre pour le continent africain. Schéma directeur, la place de l'Afrique dans la mondialisation et la problématique de son développement. Schéma directeur invité, Dr Alexandre Merlik. Alexandre Merlik est franco-russe, docteur en géopolitique. Il est en ce moment professeur associé de cette discipline et responsable académique à l'ICN Business School Nancy Metz. Alexandre Merlik est aussi conférencier international sur les enjeux de la globalisation du XXIe siècle. À ce titre, il intervient devant divers publics, universités, institutions d'État et entreprises, un peu partout dans le monde. Auteur de nombreux articles et interventions sur les problématiques géopolitiques dans les médias, journaliste et ancien diplomate, attaché de presse et speaker-writer à l'ambassade de Russie à Paris. Il est également auteur du livre autobiographique Itinéraire d'un diplomate franco-russe, 20 ans après la chute du mur de Berlin. En 2009, il est également auteur d'un e-book paru sur Atlantico Édition. Le titre Reconnecter la France au monde, globalisation, mode d'emploi. Alors, docteur, bonjour, j'ai bien vu dans la documentation, j'ai bien vu ces ouvrages. Est-ce qu'on peut avoir déjà un bref résumé de ces deux ouvrages? Je vais rappeler d'abord Itinéraire des diplomates franco-russes, 20 ans après la chute du mur de Berlin, Reconnecter la France au monde, globalisation, mode d'emploi. Est-ce qu'on peut avoir un résumé? Bien sûr, avec plaisir. D'abord, je voudrais dire tout mon plaisir de participer à cette émission sur une télé dynamique qui se projette vers l'avenir. En ce qui concerne mes livres, donc j'en ai écrit d'autres, mais enfin, en ce qui concerne ces deux que vous avez cités, le premier livre, c'est mon livre autobiographique. Je l'ai écrit pour mon fils. Parce que mon fils, qui comprenait très bien parcours, ce qu'on appelle le parcours, trajectoire de vie de son papa, m'a dit un jour, alors papa, il faut que tu écrives quand même, parce que personne ne comprend plus, enfin bref, écris. Donc j'ai écrit j'ai écrit un livre autobiographique sous forme de lettre à mon fils, qui est la personne la plus chère pour moi dans la vie. Donc, sur fond de quelques péripéties de l'histoire, peut-être avec le H majuscule, c'est pas moi d'en juger, mais j'ai vu quand même, j'ai vécu la fin de l'Union soviétique, qui était une grande puissance communiste, qui façonnait la physionomie du XXe siècle. J'ai été diplomate de l'Union soviétique à Paris, j'ai rencontré Mitterrand, j'ai rencontré Reagan dans le cadre de mes fonctions, j'ai travaillé comme attaché de presse aux négociations avec les Américains sur les désarmements stratégiques à Genève. Donc j'ai vu la fin de l'Union soviétique, j'ai vécu la fin de l'Union soviétique de l'intérieur, donc peut-être il y avait quelque chose à raconter là-dessus, mais je précise une fois de plus,
pour nos téléspectateurs que c'est un livre plutôt intime, intimiste, qui est écrit sous forme de lettre à mon fils, c'est-à-dire c'est un livre très authentique, très sincère. Je ne peux pas mentir à mon propre fils. Voilà, en ce qui concerne le deuxième livre, un titre, c'est la rédaction. Alors donc, bon, je pense que c'est plutôt un bon titre qui résume bien le contexte, mais en fait c'est une synthèse de l'ensemble de mes enseignements à travers le monde. Le film aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, professeur de géopolitique, peut-être qu'on va définir le mot géopolitique, parce que c'est très important de définir le mot avant de passer à autre chose, parce que si on ne définit pas les mots, on prononce les mêmes mots, et après c'est la confusion totale qui s'installe, parce que les mots que nous prononçons ne signifient pas la même chose pour nous. Et bien, donc, professeur de géopolitique, c'est une synthèse de mes enseignements en géopolitique à travers le monde, au contact des jeunes étudiants, des jeunes générations, aussi différentes et variées que les étudiants d'Israël et d'Alger, que des étudiants américains et russes, que les étudiants du Sénégal, évidemment, le pays que j'aime et sans lequel je ne peux plus imaginer ma vie, le Sénégal. J'ai tombé amoureux de l'Afrique, d'ailleurs, de façon beaucoup plus générale. Eh bien, c'est une synthèse de ces enseignements au diapason des attentes, enfin, ce que je pense des attentes des jeunes. Leurs aspirations au bonheur, comment réussir leur vie, comment construire leur vie dans le XXIe siècle. Et puis, c'est aussi un vocabulaire, un glossaire, des mots-clés. C'est-à-dire le mode d'emploi, la globalisation mode d'emploi, je définis le terme globalisation tel que moi je le perçois, c'est-à-dire le terme et le phénomène. C'est indissociable sur mon esprit. Voilà, donc, et d'autres termes comme la politique, comme l'économie, c'est-à-dire les termes de base que nous prononçons aujourd'hui sans trop réfléchir finalement, parce qu'on prononce le mot économie, on prononce le mot politique, mais c'est quoi la politique aujourd'hui pour les jeunes? C'est quoi aujourd'hui l'économie pour les jeunes? C'est-à-dire c'est en quelque sorte retour aux sources, à la genèse, le mot que j'emploie très souvent, c'est-à-dire au début des mots qui sont à l'origine de la globalisation, que je considère comme la quintessence, c'est-à-dire l'essentiel du XXIe siècle. C'est pas seulement un phénomène qui est réduit au commerce, à l'économie, mais c'est comme l'air que vous respirez, cher ami. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter de respirer. C'est ça la globalisation du XXIe siècle pour moi. Et c'est ce que je décris dans ce livre. On va y revenir tout à l'heure, mais avant de commencer l'émission même, il ne serait pas superflu de parler un peu. Qu'est-ce que c'est la géopolitique? Voilà. La géopolitique, il y a beaucoup de définitions de géopolitique. Je dirais que chaque professeur, mon collègue, donne sa propre définition de géopolitique, parce que ce n'est pas une science exacte, la géopolitique. Vous savez, comme j'avais été diplomate pendant des années, on m'avait proposé à un moment donné de ma vie donner de cours de géopolitique en disant tu as été diplomate, tu sais ce que c'est la géopolitique. Je ne savais pas, et je donnais des cours sans savoir ce que j'enseignais finalement pendant des années. Ça ne veut pas dire que je sais ce que j'enseigne aujourd'hui, mais enfin, ça commence à se préciser un tout petit peu dans ma tête. C'est quoi la géopolitique? La géopolitique, d'abord, c'est un regard. C'est un regard par définition subjectif. C'est-à-dire que ce n'est pas une science exacte. C'est une vision des relations interétatiques, c'est-à-dire entre les États, mais c'est aussi, surtout, et c'est là peut-être valeur ajoutée de la définition de la géopolitique, aussi entre les individus, entre les hommes et les femmes, entre ce qu'on appelle les êtres humains. C'est-à-dire c'est un regard subjectif, c'est une vision subjective d'un homme, d'une femme, avec son vécu, avec son expérience, avec ses convictions, avec ses valeurs, avec son histoire, avec son récit de vie, évidemment, donc sur l'évolution de ces relations entre État et individus, dès le début. C'est-à-dire il est très important de revenir aux sources de chaque phénomène. Après, voir cette évolution voir ce développement dans son évolution, comment ça a évolué au cours de l'histoire. Et après, ce qui est très important, c'est de se projeter vers l'avenir. C'est-à-dire tracer la perspective d'avenir.
tracer la perspective d'avenir pour ceux et celles qui vivront après nous. Donc, c'est-à-dire, la géopolitique, vous l'avez compris, pour moi, c'est un gros... c'est un partage d'expériences, de réflexion, de valeurs, de convictions de récits, de vie, avec tout le monde, sur la place de tout le monde dans le monde. C'est-à-dire, quelles que soient nos origines. Professeur, vous avez là donné une définition de la géopolitique. Le terme de notre émission, c'est donc la mondialisation, la place de l'Afrique dans la mondialisation et les problématiques de son développement. Alors, il serait bien aussi de donner une définition de ce que c'est la mondialisation. Tout à fait. Tout à fait, parce que je pense que c'est la question primordiale, la question essentielle. Définir les mots, en commençant par le mot qui définit notre siècle. Notre siècle, quel que soit le pays, quels que soient les individus, parce que notre planète d'aujourd'hui est devenue plate, petite. C'est quoi la globalisation? Vous l'avez dit tout à l'heure, à juste titre, que j'avais travaillé comme dans la diplomatie et j'étais aussi traducteur. Donc j'ai traduit, par exemple, parmi beaucoup d'autres, évidemment, je n'étais pas seul à traduire quelques mots dont je ne suis pas très fier aujourd'hui des traductions. Par exemple, le mot glasnost. Si vous cliquez aujourd'hui sur Wikipédia, vous trouverez la traduction de la glasnost comme transparence. C'est faux. C'est faux. Tout simplement parce que si vous connaissez la langue russe, ça peut arriver. Donc aujourd'hui, ça implique Google, connaître les langues étrangères. Vous allez voir que glasnost, c'est la voix, la langue. C'est-à-dire l'idée de Gorbatchev était de donner la voix à une société qui était muette. C'est ça la glasnost à l'origine. Maintenant, essayez de traduire cela avec un mot en anglais, en français, clair, percutant. Imaginez que vous êtes invité sur le plateau de 20 heures, on vous demande c'est quoi la glasnost? Et vous commencez à expliquer, c'est la voix, quand on vous a, on n'en vit plus jamais. Donc vous devez trouver une traduction qui reflète quelque chose, mais qui n'est pas du tout exhaustive et qui peut justement empêcher la vraie compréhension de ce phénomène pour les générations à venir. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de travailler comme professeur, j'ai un peu plus de temps qu'être sur les plateaux de télé à 20 heures. Donc, et je me suis penché sur la définition de ce phénomène. D'abord, je me suis dit, tiens, mondialisation, c'est quoi ça? Je me suis dit, tiens, il faut toujours se méfier des traducteurs. Parce que la mondialisation en français, comme vous l'avez aussi très justement dit, c'est pas le mot qui est né en français. Parce que l'original, c'est la globalisation. C'est la globalisation. Et après, je voudrais vous retourner la question. Pourquoi globalization, le mot qui se prononce dans toutes les langues du monde et que tout le monde comprend, pourquoi ce mot-là n'a pas été traduit en français comme globalisation? Voilà. Donc je pense que ça, c'est une vraie réflexion à mener. Et là, ça nous renvoie justement aux imprécisions des traducteurs, souvent idéologiquement orientés, je dirais même biaisés. Parce que pour moi, la mondialisation, ce n'est qu'une traduction maladroite, réductrice, et peut-être pas très honnête d'ailleurs, du point de vue, par exemple, des aspirations de mes étudiants qui cherchent à comprendre le monde par eux-mêmes. On s'est dit, en traduisant le mot globalisation par mondialisation en France, que la France, c'est un grand pays, ce qui est tout à fait vrai, c'est un pays magnifique, ce qui est tout à fait vrai, mais on s'est dit aussi que la France, c'est un pays exceptionnel. C'est-à-dire comme si la globalisation concernait le monde entier, mais pas la France. Comme si la France était un îlot de sécurité au milieu de la tempête de la globalisation. Vous savez ce que cela me rappelle? Ça me rappelle le nuage de Tchernobyl. C'est-à-dire ce nuage de Tchernobyl, c'est-à-dire l'incident nucléaire, donc Tchernobyl, il y avait des spécialistes français qui sont venus sur les plateaux de télé à l'époque, en 86, pour expliquer aux Français
que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté au-dessus de l'Alsace, que la France, elle, n'était pas concernée par le nuage de Tchernobyl. Donc, sous-entendu que les nuages, eux, ils connaissent les frontières. Je pense que c'est une instrumentalisation et c'est une stupidité de rappeler les choses par leur vrai nom. Parce que la globalisation, pour moi, c'est l'interconnexion, l'interrelation, l'interaction et en dernier ressort, l'interdépendance des gens, je répète encore une fois, quelle que soit leur géolocalisation, qu'ils habitent à Alger, qu'ils habitent à Dakar, qu'ils habitent à Jérusalem, qu'ils habitent à Kaboul, à Moscou, à New York, partout. Ça s'appelle les êtres humains. C'est-à-dire nous sommes tous aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, interconnectés. Quand on est interconnecté, on peut établir une relation, interrelation, après une interaction et après l'interdépendance. Nous sommes tous dépendants les uns des autres aujourd'hui. Donc, je reprends la définition, la mienne, de la globalisation, c'est l'interconnexion, l'interrelation, l'interaction, l'interdépendance entre les gens, entre les places. Remarquez que je n'ai pas dit les pays, parce que les pays, ça peut changer de frontières, etc. Les places, ça va, quoi. C'est-à-dire les places géographiques, et en plus, ça se prononce bien en français, en anglais, les places, places, qui ne connaît pas cette expression. Et le troisième paramètre de la globalisation, pour moi, c'est l'interconnexion et l'interdépendance entre les idées. Parce que si on est interconnecté entre tout le monde, quoi, les places, les gens, mais on fait quoi là quand on est interconnecté? Il faut donner du sens. Et quand on donne du sens, il faut avoir des idées. Et les idées peuvent être très simples, presque simplistes. Regardez les plus grandes entreprises du XXIe siècle, à commencer par Google, par Amazon, par Facebook, etc. Ce sont des idées simples au départ. Et après, ça prend de l'ampleur. C'est-à-dire, bref, pour résumer ma réponse à votre question extrêmement pertinente, je dirais que la globalisation, c'est l'interconnexion entre les places, les gens et les idées. En d'autres termes, ce n'est pas du tout un phénomène qui est ancré dans le débat, dans le clivage, dans les clivages politiques. Ce n'est pas du tout un phénomène de gauche, ce n'est pas du tout un phénomène de droite, mais c'est là que vous respirez. Donc, on ne peut pas, et je répète encore une fois ma formule que j'ai déjà utilisée, on ne peut pas, cher ami, s'arrêter de respirer. C'est-à-dire la globalisation, pour moi, c'est la quintessence, l'essentiel des années à venir de notre 21e siècle. C'est ça la globalisation pour moi. Après, vous pouvez traduire comme mondialisation, etc. Mais l'essentiel n'est pas là. Combien d'experts en France essaient de décortiquer ce phénomène, alors que moi je dis que la globalisation et la mondialisation, c'est la même chose. Et la mondialisation, ce n'est qu'une traduction dont les traducteurs, d'ailleurs, doivent assumer leur responsabilité de mauvaise traduction de ce mot-là. Voilà, donc, globalisation, c'est l'air que vous respirez. Et pour donner un exemple de grande culture française, etc., peut-être vous vous souvenez, et vos téléspectateurs, évidemment, parce que je compte toujours sur la culture générale des gens, mais c'est une denrée de plus en plus rare, qui s'en va souvent, mais enfin, regardez quand même la culture générale. Donc il y avait un certain Molière, et dans sa pièce Bourgeois Gentilhomme, il y avait un personnage, M. Jourdain. Et bien M. Jourdain, quand il parlait, ben, il ne savait pas qu'il faisait de la prose. Voilà, pour moi, la globalisation, c'est la prose du XXIe siècle. C'est-à-dire on a fait tout le temps, même sans le réaliser souvent. Alors, docteur, quels sont, dans le sens de la globalisation ou mondialisation, quels sont les nouveaux défis que les pays et les pôles stratégico-économiques comme l'Asie, les États-Unis, l'Europe, notamment la France, doivent-ils relever dans le cadre justement de cette globalisation? Très logique, c'est justement ça sur la passerelle à nos échanges approfondis sur la marque du monde au XXIe siècle. Je crois que la globalisation du XXIe siècle est intrinsèquement, profondément liée à trois phénomènes. Le premier phénomène était à l'origine de ce processus. En quelque sorte, ce phénomène a clôturé du point de vue géopolitique le XXe siècle et ouvert l'horizon du XXIe, c'est-à-dire la chute du monde.
C'est-à-dire la chute du mur de Berlin, c'est la fin de la bipolarité idéologique. Le XXe siècle était le siècle qui ne bougeait pas trop, parce qu'en fait, il y avait deux systèmes qui s'affrontaient et qui bloquaient le développement des échanges, le développement des relations. Donc l'un de ces deux systèmes s'est effondré. L'autre, on peut parler de l'autre système, je suis très réticent par rapport aux étiquettes capitalisme, etc. Mais enfin, les fondamentaux de ce système ont survécu. Eh bien, ça c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est évidemment les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies qui changent absolument tout et qui effacent les frontières. Aujourd'hui, nous vivons dans une civilisation, il ne faut pas oublier cela, qui est régie par un clic, un clic. Il faut toujours garder à l'esprit ce que Facebook, par exemple, qui était considéré au départ comme un petit truc épiphénomène, etc., aujourd'hui, c'est en quelque sorte, justement, donc, le substrat du XXIe siècle. J'ai entendu ce matin que France Info lance la télé, et quand on lance la télé France Info, on s'inspire du style, de la méthode de Facebook. Donc, c'est-à-dire, Facebook, aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas son compte Facebook, soit c'est un vrai résistant, soit c'est quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde transparent, donc c'est-à-dire quand on n'a rien à cacher, évidemment, on interagit avec les gens, etc. Donc ça, c'est le deuxième phénomène de la globalisation. Et troisième, c'est vous que vous avez pointé, c'est que ça, c'est un phénomène encore plus important que les deux précédents, que la chute du mur de Berlin et que l'essor de nouvelles technologies comparables avec la première révolution industrielle, quand l'humanité a inventé la machine à vapeur, avec la deuxième révolution, l'humanité a inventé l'électricité, etc. Donc le troisième phénomène, vous savez de quoi il s'agit? Ce phénomène n'est pas très médiatique. Ce phénomène, nous disons, il est latent, néanmoins extrêmement important. C'est que le monde occidental, c'est-à-dire les pays comme les États-Unis, comme l'Europe, comme l'Australie, comme le Canada, comme d'une certaine façon Israël, eh bien le monde occidental qui avait ce que j'appelle le monopole de l'histoire, c'est-à-dire le monopole de l'histoire, c'est le leadership global. Leadership global, c'est-à-dire inventer quelque chose, être à l'avant-garde, je parle pour le mot progrès, mais enfin de l'avancement de l'humanité. Eh bien, depuis la Renaissance, c'est-à-dire la fin du XVe siècle, c'est le monde occidental qui a assuré le leadership global. Alors que le XXIe siècle met fin au leadership global du monde occidental. C'est-à-dire aujourd'hui, la modernisation ne rime pas forcément, automatiquement, avec le monde occidental. Quand on voyage dans le monde, ce qui est mon cas, quand on va à Shanghai, quand on compare par exemple la Chine vient de mettre son TGV. Exactement. Je termine avec l'aéroport et je reprends le sujet du TGV. Quand on compare l'aéroport de Shanghai avec JFK à New York, évidemment, le pays du tiers-monde, c'est pas celui auquel on pense naturellement. Parce qu'aujourd'hui, l'aéroport de Shanghai est 1000 fois plus moderne, projeté vers l'avenir, que les infrastructures américaines qui ont fait l'honneur au nord de ce pays, mais dans les années 1930. Voilà. Donc, et à propos du TGV, comme vous l'avez dit, donc j'habite à Paris, je travaille à Nancy, je me déplace souvent en TGV, dans le TGV français, formidable innovation. Mais quand on compare le même TGV entre Beijing, Pékin et Shanghai, écoutez, il faut être vraiment aveugle pour ne pas voir la différence. Le Wi-Fi est parfait, il n'y a pas de Wi-Fi dans le TGV français, donc il y a beaucoup plus de place pour les gens, c'est-à-dire le confort est assuré, le design, etc., etc. Donc la modernisation aujourd'hui ne rime pas avec l'occidentalisation. Et donc, dans ce contexte de perte du monopole de l'histoire par le monde occidental, eh bien, il y a un nouveau pôle d'excellence qui émerge. Le nouveau pôle d'excellence. Remarquez que je n'ai pas dit les pays en voie de développement, les pays ex-non alignés, ou je n'ai pas employé une terminologie du XXe siècle. Je le projette vers l'avenir. Pôle d'excellence.
Pour comprendre les pôles d'excellence dont l'Afrique fait partie, il faut garder à l'esprit, à mon avis, deux noms. Le premier nom, c'est Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, c'était un philosophe français du 19e siècle, qui est allé à la découverte des États-Unis, envoyé et sponsorisé par Louis-Philippe, le roi français, pour mieux comprendre le mécanisme de fonctionnement des États-Unis et en quoi consistait cette valeur ajoutée des États-Unis. Parce que les Français ne comprenaient pas pourquoi les États-Unis émergeaient et gagnaient du terrain dans cette course à la performance. Quel était le secret, quel était le mécanisme de cette progression? Eh bien, ça c'est le premier nom. Et le deuxième nom, c'est moins connu, même si même Alexis Tocqueville, il n'est pas très connu en France, ce qui est incroyable. C'est un peu le tricard de l'éducation nationale. Voilà, donc alors on ne connaît pas. Alors que par exemple aux États-Unis, en Chine, j'ai trouvé le livre d'Alexis de Tocqueville, l'un des deux livres principaux d'Alexis de Tocqueville, comme livre de chevet, excusez-moi, de dirigeants chinois à Pékin. Donc à Pékin, on lit Tocqueville, et en France, on lit. Bon. Donc, et le deuxième nom, c'est Jim O'Neill. Jim O'Neill, c'était un très jeune Anglais d'une trentaine d'années qui était engagé par la banque d'investissement Goldman Sachs. C'était à la fin des années 1990. Et cette banque d'investissement, avec tous les moyens que cette banque avait, elle lui a donné la mission très simple à ce Jim O'Neill, expliquer le monde qui émerge, le monde de demain. Il a dit justement que le monde de demain, le monde occidental est en train de sortir de l'avant-garde ou de l'avant-scène géopolitique. Il y a de nouveaux pôles d'excellence qui émergent. Et pourquoi ils émergent? C'est ça la question qui concerne déjà le continent américain, le continent africain. En quoi consiste le succès? Donc, il y a d'abord l'espace géographique. Il faut avoir de l'espace. L'Amérique au XIXe siècle avait de l'espace. Aujourd'hui, ces pôles d'excellence du XXIe siècle en ont également. Par exemple, vous prenez l'Europe, il est où l'espace disponible? Bon, ça c'est la première chose, c'est pas le plus important. Deuxième chose, c'est la démographie. Il faut avoir une démographie jeune. Une démographie jeune, c'est-à-dire les gens qui se projettent vers l'avenir, qui ne savent pas le passé. Quand vous avez 20 ans, c'est pas la sécurité sociale qui est votre priorité numéro 1, ou la maison de retraite. La priorité numéro 1, c'est construire votre vie, bâtir votre avenir. Eh bien, donc, si vous prenez les pôles d'excellence du XXIe siècle, vous pouvez remarquer que pratiquement tous possèdent une démographie ascendante. Juste un exemple, en Inde, 60% de la population ont moins de 25 ans. 60% de la population indienne, moins de 25 ans. Je pense que c'est à peu près la proportion des pays africains. Donc, après l'espace, après la démographie, le potentiel. Le potentiel, ça veut dire quoi? Le potentiel, ce n'est pas la situation d'aujourd'hui, mais c'est une projection dans l'avenir. C'est-à-dire où vous en serez dans quelques années. C'est-à-dire qu'il faut anticiper. Et ces pays-là ont ce potentiel de développement qui était étouffé pendant des années, voire des décennies, et qui aujourd'hui peut s'exprimer. Ces pays peuvent s'épanouir sur la base de leur potentialité. Ça, c'est le troisième phénomène. Quatrième phénomène, et peut-être c'est la chose la plus importante pour moi en tout cas, c'est la motivation. C'est-à-dire, pendant longtemps, ces pays ont été bridés dans leur développement, été limités dans leur développement. Aujourd'hui, ils peuvent s'exprimer. Ils ont cette chance historique qu'ils ne doivent pas rater d'ailleurs, ne pas passer à côté. Donc, c'est-à-dire, ils sont motivés, ces pays-là, et les gens qui habitent dans ces pays-là, motivés pour rattraper le retard. Voilà. Donc, c'est-à-dire motivation et le désir clairement exprimé de réussir. C'est-à-dire en anglais, c'est hungry for success. C'est-à-dire être assoiffé de succès. Est-ce que vous pensez que beaucoup de Français sont assoiffés de
succès. Est-ce que quand je pose la question à mes étudiants français, c'est quoi l'ambition? Ah ben ça, on ne sait pas. On ne nous a pas appris. Voilà. Donc, si vous posez la même question en Chine, en Inde, bah, c'est notre solution de survie, l'ambition. Parce que si nous ne construisons pas notre avenir, qu'est-ce que nous ferons? Donc, c'est-à-dire qu'ils sont acculés au mur. Et justement, dans cette démarche, quand ils n'ont rien à perdre et absolument tout à gagner, cette démarche-là devient du coup gagnante dans le 21e siècle. Tout à l'heure, vous avez parlé, docteur, un peu de l'Afrique. On sait l'Afrique traîne avec elle deux lourds fardeaux historiques et psychologiques. À savoir, j'en ai parlé. Comme tout le monde, il faut relativiser. Tous les pays gagnent un véritable lourd. Oui, laisse-moi finir, professeur. Je dis donc deux problèmes historiques, psychologiques, à savoir la traite des Noirs, et la colonisation, qui ont déstructuré, il faut le noter, l'organisation sociale, économique, culturelle, même sur le continent, considérer l'Afrique comme le berceau de l'humanité, n'est-ce pas? Est-ce que la mondialisation ne va pas accentuer l'assimilation du peuple africain? Qui dit donc assimilation par qui? Mais par l'Occident. Ben non, parce que l'Occident aujourd'hui est empêtré dans ses propres problèmes. Regardez ce qui se passe en France, notre système est sclérosé, rien ne marche. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, rien ne marche aujourd'hui en Occident. L'Occident aujourd'hui est tellement empêtré, enfoncé dans ses propres problèmes, que l'Occident n'a pas ni les moyens, ni l'ambition, ni l'envie finalement aujourd'hui de se relancer dans les conquêtes du monde que vous avez évoquées, à commencer par la traite nigérienne. Parce qu'évidemment, c'est la honte. Parce que chaque personne normalement constituée qui a visité l'île de Gorée au Sénégal, vous savez, ça m'a bouleversé là. Évidemment, c'est un crime contre l'humanité. C'est indicible. C'est indicible. Bon, c'était le 15e, le 16e, le 17e, le 18e siècle, etc. Donc, à un moment donné, et il faut savoir tourner la page. Il faut savoir tourner la page, c'est-à-dire s'approprier le passé, intégrer le passé, dire ce passé-là, je ne renie pas, je l'assume, mais c'est du passé. Après, il faut s'adapter à la situation d'aujourd'hui, et la situation d'aujourd'hui, je l'ai décrite un tout petit peu quand même, enfin donc avec tous les moyens de communication, aplatissement du monde, tout est possible, et bien, et après, il faut se projeter vers l'avenir. Voilà, s'approprier le passé, s'adapter au présent et résolument, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation de chaque individu, se projeter vers l'avenir. Donc c'est pour ça que, évidemment, il faut solder les comptes du passé, solder. Il faut que les politiques, notamment français, assument cette responsabilité. Voilà. Les yeux dans les yeux, sur un pied d'égalité. Donc, ne se prenant pas pour des êtres supérieurs, mais sur un pied d'égalité. Présenter les excuses pour ce cri de l'histoire. Et après, assumer une nouvelle donne. Une nouvelle donne qui est donnée, justement, qui est proposée, pardon, qui est offerte par la globalisation. Et la globalisation permet à chaque individu, quelles que soient les institutions, quelles que soient les pesanteurs administratives, lourdeurs bureaucratiques, etc., avec quelques clics, transcender les frontières. C'est-à-dire avoir cette ambition dont j'ai déjà parlé, débrider. Gardez toujours à l'esprit ce film que je trouve formidable, ce film qui s'appelle Ratatouille. Un ratatouille, c'est un rat qui est devenu chef cuisinier dans un restaurant parisien, tout simplement parce que ce rat était différent des autres. Ce rat avait un projet, si j'ose dire, et est devenu chef cuisinier. Donc, évidemment, il ne faut pas prendre au premier degré, mais en même temps, c'est une métaphore extrêmement inspirante. Et aujourd'hui, la globalisation, malgré toutes les difficultés que cela présente, mais est-ce que la vie, à votre avis, est simple? Je ne crois pas. La vie, par définition, est compliquée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de situation facile. Il n'y a pas de situation ou de solution de facilité. La facilité aujourd'hui, c'est la poubelle. Tout ce qui est difficile, ça peut être intéressant. Ça peut donner du sens à votre vie. Ça peut rendre votre vie plus colorée. Écoutez, il ne faut pas passer à côté de ce défi de la globalisation qui aplatit le monde et qui donne à chaque individu
la possibilité d'aller vers le haut. Et d'aller vers le haut, ça ne veut pas dire d'aller vers le haut tout simplement dans une démarche égoïste, par exemple pour s'enrichir, etc. Mais aller vers le haut, à mon esprit, c'est-à-dire croire d'abord en soi, croire en son projet, réaliser ce projet-là, qui est au diapason des attentes des autres. Et en réalisant ce projet-là, vous ouvrez un nouvel horizon aux autres. Voilà. Donc, et pour moi, évidemment, il y a énormément de difficultés que charrie la globalisation. Peut-être qu'on va en parler, mais tout dépend dans la vie et dans la géopolitique. Pour moi, c'est vraiment confondant la vie et la géopolitique. La géopolitique, c'est la vie, c'est la géopolitique. Eh bien, tout dépend de notre hiérarchisation des priorités. Qu'est-ce qu'on retient de cette immense diversité des choses aujourd'hui qui rythme notre monde? Est-ce qu'on retient seulement les difficultés? Bon, à ce moment-là, on n'avance pas et on ressasse à l'infini ces difficultés. Ou bien on retient les opportunités. Et moi, je serai toujours du côté de ceux et celles qui retiennent les opportunités et qui construisent une nouvelle valeur ajoutée. À vous écouter, professeur, l'Afrique a-t-elle des chances, n'est-ce pas, de se faire une place dans cette globalisation? Vous avez parlé de la démographie, mais en même temps, il y a le chômage des jeunes qui est énorme. Il y a aussi les termes de l'échange dans le commerce international et puis le flux des capitaux. Est-ce que l'Afrique a vraiment la chance de se faire une place dans la mondialisation? Bien sûr, bien sûr. L'Afrique, c'est ma profonde conviction. J'ai découvert l'Afrique un peu sur le tard. Comme je disais tout à l'heure, je suis tombé amoureux de l'Afrique à travers mes étudiants que je connais, avec qui je reste en contact sur Facebook, par exemple, qui sont parmi les plus dynamiques, les plus ouverts d'esprit. Donc l'Afrique, c'est un énorme gisement d'opportunités. Un énorme gisement d'opportunités. Évidemment. Parce que tous les ingrédients que je viens de citer et qui caractérisent l'ascension de nouveaux pôles d'excellence, c'est-à-dire l'espace, la motivation, etc. Donc tous ces ingrédients se réunissent dans le cas de l'Afrique. Mais l'Afrique ne démarre pas. Et là, je vous l'accorde, c'est-à-dire c'est un continent composé de 54 pays, je crois. Voilà, donc qui a, malgré ce potentiel, n'arrive pas à décoller. Voilà, c'est intéressant justement de se pencher sur les raisons qui empêchent ce décollage qui me paraît absolument logique. Mais pour le moment, on passe à côté des opportunités. Donc, et comment faire pour transformer cette situation et rendre possible ce qui est souhaitable? Donc ça, c'est une vraie interrogation. Mais je voudrais dire déjà, avant toute autre chose, que, à mon avis, ce serait erroné, ce serait une erreur fondamentale d'essayer d'échapper à sa propre responsabilité et penser que le fait que l'Afrique ne décolle pas, c'est seulement la responsabilité des autres. C'est-à-dire l'Occident, les États-Unis, je ne sais pas quoi, etc. Évidemment, aujourd'hui, vous pouvez compter sur vous-même, finalement. Et je crois qu'il y a des problèmes internes, ce qu'on appelle les problèmes endogènes, qui sont extrêmement lourds à résoudre en Afrique, à commencer par la corruption, à commencer par les pesanteurs mentales, à commencer par une sorte de, je vais dire les choses telles qu'ils sont, en tout cas, comme je le pense, une sorte de complexe d'infériorité que je perçois souvent. Bon, ça, c'est la plus belle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complexe d'infériorité, etc. On est dans un monde où il y a la potentielle égalité des chances pour tout le monde. Donc il faut savoir saisir les opportunités. S'agissant des pays africains francophones, qui sont de l'ancienne colonie française, est-ce que la France n'est pas restée dans les paradigmes de colonisation? Vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait, les clivages passent en Afrique, entre autres, il y a d'autres clivages, mais l'un des clivages passe par les pays africains anglophones et les pays africains francophones. La France a très mal géré, si j'ose dire, la période de colonisation et très mal géré, si j'ose dire, la période de décolonisation. C'est-à-dire que la France n'a pratiquement rien laissé en Afrique.
sauf une sorte d'administration extrêmement lourde qui ne marche pas aujourd'hui en France. C'est-à-dire c'est une bombe à retardement en fait que la France a laissée et a mise justement donc sous les fondements de ce redémarrage africain des pays africains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il n'y a pas de fatalisme. Il faut que la France sorte de cette vision de l'Afrique francophone comme si c'était un précaré. Donc, comme si c'était toujours la France-Afrique. Vous savez, c'est Mitterrand qui avait introduit la France-Afrique, etc. Ça veut dire quoi? C'est une vision très mythique de l'Afrique qui se mélange un peu avec le festival de Malais bourré de cash, de dollars, les biens mal acquis, les Africains corrompus qui veulent tous partir de l'Afrique pour s'installer dans le 16e arrondissement de Paris, etc. Ça sent la naphtaline, tout ça. Ça, c'est une part de l'histoire, qu'on a mal géré. Bon. Mais aujourd'hui, il faut se projeter vers l'avenir. Et des deux côtés, c'est-à-dire la France doit sortir de cette vision absolument obsolète, archaïque de l'Afrique, comme si c'était son précaré où la France pouvait faire ce qu'elle voulait, et reconnaître que ce sont des pays indépendants. Mais vous savez, c'est difficile. Regardez ce qui se passe, par exemple, avec la Russie, qui considère ces anciens pays de l'Union soviétique comme son précaré, comme son étranger proche. C'est très difficile, c'est une révolution mentale à laquelle j'appelle nos dirigeants français. Donc, c'est-à-dire sortir de cette vision archaïque de l'Afrique, mais l'Afrique va faire aussi, elle, son bout de chemin. Parce que vous savez, pour réussir quelque chose, vous devez être deux, enfin, il faut que ce soit réciproque. Et l'Afrique doit aussi s'ouvrir au monde du XXIe siècle. Et je suis persuadé, et c'est la chance de ma profession, que cette ouverture de l'Afrique viendrait via les nouvelles générations. Via les nouvelles générations, et je constate à quel point ces nouvelles générations africaines sont ouvertes d'esprit, sont humaines. Ils n'ont pas encore perdu tout à fait l'âme qui caractérise l'Afrique. Vous savez, c'est quelque chose qui est même au-dessus de la loi. C'est-à-dire une sorte de touche humaine, d'authenticité. En plus, ils sont parfaitement équipés du point de vue des outils informatiques aujourd'hui, parce que j'ai été témoin d'une Afrique qui avait basculé à l'espace de quelques années de non téléphone du tout, quoi. Il n'y a pas de téléphone du tout, enfin il n'y avait pas de téléphone, vers la smartisation totale. Aujourd'hui, les étudiants ont 2, 3 smartphones à Dakar. J'étais dans la brousse sénégalaise, j'ai vu un monsieur âgé qui n'a pas de toit au-dessus de sa tête, mais qui a 3G sur Facebook. Ils sont mes étudiants sénégalais qui m'ont mis, moi, sur Facebook, et Facebook a changé ma vie. Donc, c'est-à-dire cette vision du monde des étudiants sénégalais, parce que je parle du Sénégal, parce que je connais mieux ce pays-là, cette vision du monde est en avance, à une nette longueur d'avance par rapport à la vision du monde de ceux qui les gouvernent, ou qui sont censés les gouverner. C'est-à-dire ces soi-disant, ou sans soi-disant élites dirigeantes du pays, qui restent rigides, qui restent ankylosés, dans une vision du monde qui sent la naphtaline. Alors que les jeunes, eux, ils n'ont rien à perdre. Ils ont une vie à construire devant eux. Et mon espoir concernant l'Afrique passe par les jeunes qui sont déjà globalisés, c'est-à-dire ils sont connectés, pour reprendre le titre de mon e-book, ils sont reconnectés au monde. Alors que la nomenclatura, j'emploie le mot qui me rappelle un peu l'Union soviétique, nomenclatura africaine, elle est prisonnière d'une vision du monde qui n'existe plus. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le lâche entre deux générations. Qui est favorisé par l'ancienne puissance coloniale. Évidemment, qui était favorisé. Ça ne charge pas la nomenclatura africaine non plus, mais les esprits ont été pollués. C'est comme si, je citais tout à l'heure Tchernobyl, c'est la même chose, c'est le Tchernobyl des esprits, c'est-à-dire la pollution des esprits.
ben, il faut dépolluer les esprits. Non. Et la globalisation peut nous offrir la chance de dépollution des esprits. Alors, professeur, vous avez largement parlé de l'Afrique et ses atouts. Et les mentalités à changer. Et de ses défauts. Bien sûr. Mais il se trouve que la mondialisation impose en ce moment aux populations africaines un échange de biens matériels, aussi d'informations de tous genres, avec la prédominance, n'est-ce pas, de l'anglais. Alors, comment faire face à cet impérialisme linguistique et l'avenir de la langue française en Afrique? C'est vous, monsieur le journaliste et directeur de la chaîne, qui dit l'impérialisme. C'est pas moi. Linguistique, ouais, c'est ça. C'est moi qui l'ai dit. Je ne sais pas ce que c'est, finalement, c'est-à-dire je me méfie des mots. Je me méfie des mots trop abstraits. Et ces mots trop abstraits peuvent casser la motivation, justement. Il faut appeler les choses par leur vrai nom étant très pragmatique. Il ne faut pas que les mots précèdent notre jugement. Le mot impérialisme, ça fait partie du vocabulaire marxiste-léniniste de la fin du 19e, début du 20e siècle. Peut-être vous avez remarqué que le monde a un peu bougé. Donc, c'est-à-dire le mot impérialisme, je vous le laisse. Après, parlons justement de la langue anglaise. Si j'ai bien compris la question, c'est... quand je suis arrivé la première fois à Dakar, j'étais très surpris. Parce que pour moi c'était une ancienne colonie française et étant donné que la plupart de mes cours aujourd'hui sont, pour moi malheureusement, parce que j'aurais préféré que ce soit français, mais enfin la plupart de mes cours sont en anglais, et je me suis dit tiens à Dakar quand même je vais en profiter, je vais parler français, il y aura plus d'aisance, etc. Quelle n'était pas ma stupéfaction que les étudiants sénégalais m'ont dit pratiquement dès le début, mais pourquoi vous parlez français? Parce qu'avec le français on n'avance pas. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle anglais? Parce que tout le monde parle anglais et avec l'anglais on avance. C'est toute la différence. Avancer et rester français. Bon, si vous appelez ça l'impérialisme, bon, je ne sais pas moi, c'est-à-dire c'est pas les mots qui comptent. Pour moi, ce qui compte justement, c'est l'avenir, et l'avenir des étudiants qui veulent avancer, c'est tout. Donc on a parlé anglais, mais en basculant de temps en temps pour approfondir des sujets en français. C'est-à-dire il faut trouver un vecteur de communication, un vecteur d'interaction. Ben, il se trouve qu'aujourd'hui, le vecteur de communication, d'interaction globale, c'est la langue anglaise, qui est très simple d'ailleurs, donc qui n'est pas du tout aussi... comment dire, sophistiquée que la langue française dans l'esprit d'un certain nombre de penseurs ou pseudo-penseurs français, qui permet d'aller à l'essentiel, qui permet d'appeler les choses par leur vrai nom. Et aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne, tout le monde, tous les spectateurs, tous, que la langue anglaise, c'est pas une langue étrangère. C'est pas quelque chose qui appartient aux États-Unis, aux pays impérialistes, etc. C'est notre langue du quotidien, de tout le monde parle aujourd'hui anglais. C'est-à-dire que si vous allez à des colos, partout, mais même voyageant partout dans le monde, ben écoutez, qu'est-ce que vous parlez là-bas? On vous demande même plus si vous parlez anglais, on vous parle anglais, et après c'est à vous de dire, ah bah monsieur, je suis français. Waouh! On fait quoi? On fait rien. C'est-à-dire on est squeezé dans cette posture d'arrogance qui correspond absolument à rien. Sinon, vous débrouillez, vous parlez un tout petit peu l'anglais, etc. C'est-à-dire, on avance, quoi, on avance. Il y a encore une chose assez importante à mes yeux que je voudrais ajouter à ma réponse à votre question, que la langue anglaise permet d'avoir la clarté beaucoup plus rapidement que la langue française. C'est-à-dire en français, nous sommes très forts pour analyser les phénomènes, c'est-à-dire pour décortiquer les choses. Prenons par exemple ce stylo-là, le premier objet que je vois. L'analyse, c'est-à-dire l'approche de méthode française, c'est découper ce stylo en plusieurs morceaux et analyser chaque morceau. C'est formidable. C'est très excitant, intellectuellement parlant. Sauf que, en découpant ce stylo-là, on a oublié l'essentiel, que ce n'est qu'un stylo qui sert à écrire. Okay? Et la synthèse que j'essaie de pratiquer, de préconiser,
c'est la reconstitution de ce phénomène qui était parfaitement découpé en plusieurs morceaux, et ce qui dégage en dernier ressort la visibilité du phénomène en termes de clarté. C'est-à-dire que la langue anglaise, à mon avis, est mieux adaptée que la langue française et que toutes les autres langues du monde que je connaisse, en tout cas pour dégager la clarté de l'expression. C'est-à-dire pour expliquer les choses qui sont extrêmement compliquées. Vous avez remarqué, tout le monde l'a remarqué ici, que notre monde est très compliqué. Tout est compliqué. Au lieu peut-être de compliquer encore plus les choses qui le sont déjà, ça c'est l'approche française, compliquer les choses qui sont difficiles. Peut-être il vaut mieux, je ne dirais pas simplifier, le choc de simplification, mais clarifier les choses. Et peut-être cette langue anglaise, que finalement on parle, tout le monde parle sans maîtriser, disons, toutes les nuances, eh bien permet de dégager cette clarté et pour rendre hommage à la France, quand même, en dernier ressort, parce que c'est un pays formidable, c'est une civilisation formidable, je voudrais dire que la clarté n'appartient pas du tout aux anglo-saxons, qu'il y avait un certain Descartes. Et quand on dit l'esprit cartésien, on pense à Descartes. Et Descartes, c'est la clarté méthodologique. Le problème, c'est que la France elle-même a oublié ses propres fondamentaux. Donc, c'est-à-dire la langue française, c'est formidable, mais peut-être en géopolitique aujourd'hui, pour expliquer le monde, la langue anglaise s'y prête beaucoup mieux, ne serait-ce que parce que c'est un vecteur de communication globale. Vous pouvez essayer d'expliquer le mot que vous continuez à prononcer, mondialisation, par exemple le chinois. Je vous laisse le soin d'aller en Chine et de prononcer un discours, de faire une conférence dans un amphi chinois. Au bout d'un moment, on vous pose la question, excusez-moi, vous parlez toujours de mondialisation. On ne comprend pas très bien, on cherche à comprendre, on ne cherche pas à juger, on cherche à comprendre. Quand vous dites mondialisation, vous parlez de globalisation. Et à ce moment-là, je vous laisse le choix et le soin de répondre à ces questions. Vous dites non, je parle de mondialisation parce que la France, c'est la mondialisation. Mais écoutez, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Est-ce que vous pouvez parler des choses que nous ne comprenons? Parce que pour nous forger notre propre jugement, nous devons d'abord comprendre. Et pour résumer, à mon avis, une fois de plus, tout en intégrant le passé, il ne faut jamais oublier le passé. Il faut assumer le passé. C'est un acte de courage, assumer le passé. Assumer le passé, c'est s'assumer. Assumer soi-même. Mais tout en s'assumant, il faut toujours se projeter vers l'avenir. C'est-à-dire attention aux mots que nous prononçons, qui peuvent être assez explosifs. Il ne faut pas oublier que le monde a changé, que le monde va changer et que la situation de demain ne sera pas du tout la répétition du monde d'aujourd'hui. Donc moi je dirais que, quelle que soit la langue, écoutez, il faut que le phénomène soit clairement compris, expliqué et projeté vers l'avenir. Professeur, ça c'est une question qui m'a été soufflée par un confrère, parce que c'est important pour lui. Et dans le cadre de la mondialisation, professeur, quelles pourraient être les relations de coopération de la France avec ses anciennes colonies? Vous en avez parlé un peu. Ces colonies qui n'arrivent pas à prendre comme socle de leur développement le système de gouvernance basé, n'est-ce pas, sur les droits de l'homme et la démocratie. Il faut réinitialiser ce partenariat. Aujourd'hui, l'interaction entre l'Afrique et la France, vous savez, c'est comme un bug informatique, c'est-à-dire aucun programme ne répond. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout le monde est confronté aux bugs informatiques dans nos vies quotidiennes avec nos smartphones, etc. On éteint, on réinitialise et on continue. Voilà, donc il faut éteindre et réinitialiser le partenariat sur de nouvelles bases. Première chose, d'égal à égal. C'est-à-dire fini les complexes de supériorité, d'infériorité, les yeux dans les yeux, en toute transparence, en s'assumant, en assumant ses propres points forts, mais aussi ses points faibles, parce que je répète qu'aujourd'hui la France est loin d'être le leader du monde, mais c'est la France a ses points forts. Et par exemple, un point fort de la France, quand on voyage dans le monde, quand on regarde ce pays,
eh bien, c'est quand même une certaine structure administrative qui aujourd'hui, elle aussi, doit être réinitialisée, mais quand même quelque chose autour du rôle de l'État dans le XXIe siècle. C'est pas un système tout centralisé. Voilà, mais c'est une réflexion sur le rôle de l'État dans le XXIe siècle. C'est pas du tout l'État-providence qui peut tout faire, pas du tout. L'État doit être un coach. Vous savez, on dit aujourd'hui le mot très à la mode, donc un coach qui accompagne l'innovation, la créativité, qui stimule, qui est un allié de l'innovation et pas un ennemi. Parce qu'aujourd'hui, en France, même l'État s'est transformé en une sorte de monstre qui permet à ceux qui sont à l'intérieur de l'État de se servir eux-mêmes en premier lieu, plutôt que de servir la société. C'est le monde à l'envers. Mais pourtant, quand on va vers l'histoire de France, quand on revient à la genèse de l'État français, ça peut être Louis XIV à Versailles, ça peut être Napoléon, etc. Il y a quand même des leçons à prendre de cette histoire de France. Et ces leçons peuvent être pas extrapolables, parce qu'il n'y a pas de modèle. Mais en tout cas, si j'étais à la place, disons, des dirigeants de l'ENA, de l'École nationale d'administration, enfin des structures qui formatent aujourd'hui les élites françaises, peut-être cette expérience française qui a été fructueuse à un moment donné de l'histoire pourrait être profitable à l'Afrique. Parce que là, les anglo-saxons, ils n'ont aucune vision de l'État. Peut-être il faut passer par cet État qui, je ne dirais pas centralise, mais qui structure. C'est une étape structurante, c'est un élément structurant. Mais évidemment, le partenariat ne s'arrête pas là, et évidemment, il faut envisager d'autres formes de partenariat, à commencer par l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas tout simplement parce que je suis dans ce domaine professionnel, parce que je pense que les enjeux essentiels du XXIe siècle, ce n'est pas les enjeux sécuritaires, par exemple. Évidemment, aujourd'hui, il faut parler au plus pressé. Évidemment, le danger de Daesh est là, etc. Mais on ne peut pas réduire notre vision du XXIe siècle au tout sécuritaire, au tout identitaire. Il faut dégager une véritable projection vers l'avenir. Et le véritable enjeu et le véritable combat du XXIe siècle, c'est le combat pour les cœurs et pour les esprits. Les cœurs et les esprits des gens. C'est-à-dire qu'il faut réinitialiser le système éducatif dans son ensemble. Mais il ne faut pas que ce soit des professeurs qui courent après leur plan de carrière, après leur publication dans une revue étoilée que personne ne lit, à part eux, et eux-mêmes parfois non. Donc, mais il faut que le professeur montre l'exemple. Il faut que le professeur soit porteur d'un certain nombre de valeurs éthiques, valeurs morales, et éclaire, trace une nouvelle voie. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas un professeur qui dicte aujourd'hui, tu dois prendre des notes, après je vais t'examiner, etc. Mais c'est un professeur qui inspire d'abord le goût du savoir. Que le savoir, c'est formidable. Vous pouvez rendre du sens en étant un peu plus intelligent à votre vie. Est-ce que vous le voulez ou pas? Et après, qu'il soit quand même impeccable, exemplaire du point de vue des valeurs qu'il porte. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est possible. Il faut piocher dans le nouveau gisement de professeurs jeunes qui ne sont pas sortis forcément des grandes écoles, qui ont des parcours absolument atypiques. Et aussi, évidemment, il faut intégrer dans ce nouveau concept d'éducation du XXIe siècle, y compris avec l'Afrique, eh bien, il faut intégrer les nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se baser sur les institutions éducatives qui existaient avant, par exemple les écoles de commerce, les universités, etc. Il faut lancer des conférences audiovisuelles, il faut lancer des MOOC, ce qu'on appelle Massive Open Online Courses, c'est-à-dire la présence physique aujourd'hui n'est pas du tout obligatoire. Donc on peut lancer ces débats, ces échanges, cette inspiration, cette éducation de façon virtuelle.
Par exemple, je ne cache pas que j'ai plutôt un bon bureau à ICN. Vous avez cité ma fonction. Je vais très rarement d'ailleurs dans mon bureau, parce que mon bureau aujourd'hui, c'est mon iPhone. Donc, et si on réinitialise le logiciel éducatif du XXIe siècle avec l'Afrique dans cet esprit-là, je crois que ce sera une démarche gagnante pour tout le monde, pour la France et pour les étudiants africains, qui constituent pour moi la priorité absolue de tout ce que je fais. Professeur, vous en avez parlé tout à l'heure, l'Afrique est soumise à une forte croissance de sa population et présentant une pyramide des âges où les populations jeunes, vous en avez parlé aussi, dominent, et puis il y a aussi la misère que provoque le chômage, vous en avez parlé. À l'inverse, l'Europe riche, dont la France est un continent vieillissant, qui a besoin de manière croissante de renouveler, n'est-ce pas, sa force de travail. On parle en ce moment beaucoup d'immigration. En ce moment, les autorités européennes et africaines n'ont-elles pas intérêt à s'asseoir et parler et reformater les choses? Ça, c'est encore une problématique essentielle que vous effleurez par votre question, c'est-à-dire c'est le problème de la mobilité. Les gens, c'est dans le cas de la mondialisation. Mobilité, bah oui, dans le XXe siècle, la mondialisation, la globalisation, c'est la quintessence du XXIe siècle. C'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui empêcher ces déplacements. On ne peut pas. Il faut les intégrer dans notre vision du monde. Est-ce qu'on peut réguler les flux, etc.? Peut-être à court terme, mais à long terme, non. À long terme. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout partisan de malthusienne, c'est le concept de plus il y a de population, moins il y a de travail, etc. Au contraire, il faut ouvrir un nouvel horizon. La population ascendante, c'est une chance, parce que ce sont des jeunes. Mais sauf que, il ne faut pas perdre le combat pour les cœurs et les esprits que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire il faut semer des graines dans les esprits des jeunes, il faut s'engager auprès des jeunes, il faut essayer de leur expliquer le monde en disant que peut-être il y a des possibilités de faire quelque chose sans forcément partir de votre pays. C'est-à-dire il y a des possibilités de faire quelque chose sans ce déplacement géographique qui peut poser problèmes familiaux, problèmes d'immigration, problèmes politiques, etc. Mais pour ça, il faut toujours garder cette innovation, cette motivation, cette soif de réussite, que tout est possible. Et finalement, ce que vous dites, c'est aussi, ça nous renvoie à la réflexion sur le fatalisme. Vous savez, le fatalisme, beaucoup de gens qui sont d'ailleurs dans la géopolitique, la plupart des gens sont dans le fatalisme et dans la théorie du complot. Moi, je suis à des années-lumière des deux. Pourtant, j'ai quand même travaillé dans la diplomatie. Donc, je pense que les jeunes africains doivent, c'est extrêmement compliqué, mais je n'ai pas l'habitude de soulever des problématiques simples. Donc, ils doivent comprendre que finalement, c'est eux qui doivent se prendre en charge. Ils ne doivent pas attendre de quelqu'un, de quelque chose, de leurs parents, de leurs leaders politiques, de leurs institutions, quelque chose, mais ils doivent lancer cette dynamique tout à fait possible aujourd'hui. Les étudiants de l'école de commerce à Dakar, où je travaille, participent par exemple à la mise en place de mon projet avec moi sur un pied d'égalité du groupe sur Facebook qui compte déjà plus de 8000 adhérents, qui s'appelle You and the World, c'est-à-dire vous et le monde, à la place de chaque individu. En fait, il faut toujours avoir cet esprit de pionnier, esprit conquérant, esprit positif des choses, que tout est possible dans la vie, tout est possible. Évidemment, le chômage, vous avez dit, l'Europe est riche. Bon, je veux bien y croire, quoi. Mais quand je vois mes étudiants d'une grande école de commerce qui vont me voir après leurs études à ICN, ils me disent, écoutez, nous avons passé 3 ans dans une grande école française. Nous avons payé une somme assez importante qui continue à payer, et nous n'avons, et nous avons rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour nous dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Denis? Ben dis donc, quelle responsabilité!
C'est pour ça que richesse, c'est pas quelque chose sur quoi on peut vivre pendant des générations, comme on vit sur les acquis. Mais il faut toujours renouveler, réinitialiser ces acquis. Il faut créer toujours en France, en Afrique, aux États-Unis, partout, il faut ouvrir un nouvel horizon. Il faut ouvrir un nouvel horizon dans le monde du XXIe siècle, régi par ce que vous appelez la mondialisation, moi je préfère le terme plus générique, globalisation, qui a aussi énormément de dangers que je ne sous-estime pas, mais qui peut ouvrir une chance inédite dans l'histoire. Parce que cette globalisation-là, c'est-à-dire ce n'est pas encore une fois un mot globalisation que je vais souligner, mais le phénomène derrière, cette globalisation, enfin ce monde, rend possible ou peut rendre possible ce qui était complètement inimaginable il y a encore. Professeur, ça ce sera ma toute dernière question. À vous entendre parler, est-ce que à court terme ou à long terme, le phénomène de globalisation ne va pas entraîner un nivellement, n'est-ce pas, des civilisations? Non, pas du tout, parce que je pense que, en tout cas, au sens que je donne à la population, encore une fois, parce que les puissants n'ont pas encore donné davantage le fait. Encore une fois, j'introduis le bémol et ça nous ramène au début de nos échanges, c'est-à-dire il faut définir les mots. C'est-à-dire ne me faites pas dire ce que j'ai jamais dit. C'est-à-dire j'ai jamais défini la globalisation comme mondialisation avec les mots que vous avez utilisés au début de nos échanges. Pour moi, la globalisation, c'est l'interconnexion, l'interaction des gens, des places et des idées. Moi, je pense que cette globalisation, primo, elle n'efface pas du tout les identités. Je pense que c'est absolument évident. On peut rester attaché à sa propre identité, à sa propre langue, à sa propre culture, à son propre terreau culturel initial et être en même temps complètement globalisé. C'est-à-dire la globalisation n'efface pas les identités. Est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui, même en France, la jeunesse a tendance à copier un peu ce qui s'est fait aux États-Unis, la jeunesse américaine? Oui, mais bon, ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Tout simplement qu'à la fin du 19e, 20e siècle, les Américains ont pratiquement tout inventé en termes de créativité, etc. Aujourd'hui, si ça draine aussi la motivation, ça inspire les gens, c'est un peu la Silicon Valley. Parce que c'est pas la politique américaine qui n'est pas brillante, quand même, qui inspire les Français, mais c'est plutôt la possibilité de s'éclater, prendre beaucoup de plaisir en innovant, en créant quelque chose comme la Silicon Valley. Donc c'est ça, mais à mon avis de moins en moins parce qu'il n'y a plus de modèle. Il n'y a plus de modèle absolu aujourd'hui dans le monde. Le modèle, en quelque sorte, c'est vous-même. C'est-à-dire c'est chaque individu de notre planète doit se rendre compte qu'à un dernier ressort, aujourd'hui, demain, il ne peut compter sur lui-même. Que la problématique des nous, c'est quoi le XXe siècle? C'est la problématique du communisme, du capitalisme, de l'impérialisme que vous avez évoqué. C'est quand même un gros nous, quoi. C'est-à-dire nous, l'impérialisme, nous. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous-même, avec votre nom, avec votre prénom, avec votre date de naissance, avec vos capacités, etc., en tant que pilote de votre vie. En tant que pilote de votre vie, donc c'est-à-dire c'est le passage de nous ou du nous à moi, quoi. Voilà, moi en tant que pilote de ma vie. Donc, mais ça, c'est une révolution mentale. Et cette révolution mentale que je voudrais quand même voir se réaliser avant la fin de mes jours. Et d'ailleurs, je ne désespère pas parce que tout s'accélère aujourd'hui. Vous savez, tout ce qui prenait énormément de temps auparavant, aujourd'hui, hop, ça devient réalité beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Eh bien, cette révolution mentale, et c'est pas forcément, enfin, ce que vous dites, c'est est-ce que la globalisation, c'est race to the top ou race to the down? Voilà. Donc, c'est-à-dire ceux qui voient la globalisation comme race to the down, ils vont toujours rester dans cette vision de la globalisation comme si c'était un danger colossal. Ils sont sclésés, paralysés. Par quoi? Par la peur. La peur de quoi? La peur de demain, la peur du changement.
Mais ceux qui veulent rester, enfin, maîtres de leur destin, pilotes de leur vie, ben, écoutez, aujourd'hui, la globalisation ouvre la chance à un jeune de 20 ans, Mark Zuckerberg, de créer Facebook qui change complètement la face du monde, sans avoir aucun appui de la part de qui que ce soit, ni de la part de ses parents, ni de la part du gouvernement à Washington. Et même, il dit aujourd'hui, Mark Zuckerberg, que les bureaucrates de Washington, ce n'est pas mes alliés, c'est mes ennemis. Mes ennemis aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire la globalisation peut rendre possible ce qui était inimaginable il y a le pire et le meilleur. Et c'est à chacun de nous de choisir notre propre option. Merci professeur, cette émission est terminée. Je veux rappeler que le thème c'est donc la place de l'Afrique dans la mondialisation. Je dirais, ça va être la globalisation et la problématique de son développement. Je rappelle aussi que je recevais donc le docteur Alexandre Lemlik. Il est franco-russe, docteur en géopolitique. Il est en ce moment professeur associé de cette discipline et responsable académique à l'ICN Business School de Nancy-Metz. Je voulais rappeler également aussi qu'il est conférencier international sur les enjeux de la globalisation du XXIe siècle. À ce titre, il intervient devant divers publics, universités, institutions d'État et entreprises, un peu partout dans le monde. Il est auteur de plusieurs articles et interventions sur les problématiques géopolitiques dans les médias. Je rappelle également que c'est un bon frère, il est journaliste, il est diplômé de l'école de journalistes de Moscou. Il a été diplomate, attaché Vice et Speakerwriter à l'ambassade de Russie. Il a écrit deux ouvrages, Itinéraire diplomatique franco-russe 20 ans, après la chute du mur de Berlin, en Ramadan 2000. Il est aussi auteur d'un e-book paru sur Atlantico Édition, Reconnecter la France au monde, globalisation, mode d'emploi. Cette émission est terminée. À vous, professeur. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire un mot? Qu'est-ce que vous voulez que ceux qui nous regardent retiennent de tout ce que vous avez dit? Je retiens le plaisir. Ouais. D'abord, je retiens le plaisir de nos échanges. Et je voudrais vous remercier de m'avoir procuré le plaisir. Deuxième chose, je souhaite beaucoup de succès à votre télévision. Donc, parce que je pense que votre télévision incarne l'air du temps. Et si je peux accompagner le succès de votre télévision, je serai toujours à votre disposition. Merci professeur. Cette émission est terminée. Je vous souhaite de passer une bonne soirée ou alors si c'est le début de journée. Selon l'endroit où vous vous trouvez, on se retrouve pour un prochain numéro de Schéma Directeur. Bonsoir chez vous, bonjour chez vous. Merci.